En 401 avant Jésus-Christ, l'empire perse s'étend de l'Indus à l'Égée. Artaxerxès II vient de monter sur le trône après la mort de son père Darius II. Mais son frère cadet Cyrus le Jeune refuse cette succession. À 24 ans, ce prince ambitieux gouverne l'Anatolie occidentale depuis sa capitale de Sardes. Il connaît les Grecs, leurs coutumes, leur redoutable efficacité militaire. Une idée germe dans son esprit. Utiliser des mercenaires hellènes pour renverser son frère. Le recrutement commence dans le plus grand secret. Les agents de Cyrus sillonnent la Grèce avec des bourses pleines d'or. Sparte vient de remporter la guerre du Péloponnèse, mais ses citoyens s'appauvrissent. Athènes, humiliée, voit partir ses jeunes gens vers l'Orient. Les petites cités du Péloponnèse saignent leurs maigres trésors pour nourrir leur population. Partout, des hommes expérimentés cherchent un emploi militaire rémunérateur. Cléarque de Sparte accepte de commander cette armée hétéroclite. Général de 45 ans, exilé de sa patrie pour avoir gouverné Byzance avec trop de brutalité, il n'a rien à perdre. Autour de lui se rassemblent 12 800 mercenaires, hoplites du Péloponnèse, peltastes de Thrace, archers de Crète, frondeurs de Rhodes. Chaque homme porte son équipement personnel, cuirasse de bronze, casque à crinière, bouclier rond, lance de 3 mètres, épée courte. Officiellement, ces soldats viennent combattre les Pisidiens, tribu montagnarde qui menace les frontières de la satrapie. Personne ne soupçonne que Cyrus prépare une marche sur Babylone. Le secret reste si bien gardé que même les généraux grecs ignorent les véritables intentions de leur employeur. Ils découvriront la vérité en route quand il sera trop tard pour reculer. Au printemps 401, l'armée de Cyrus quitte Sardes. 100 000 hommes au total. Les mercenaires grecs forment l'élite, entourés de troupes perses, de cavaliers paphlagoniens, de fantassins ciliciens. La colonne s'étire sur des kilomètres, soulevant des nuages de poussière sous le soleil anatolien. Les Grecs marchent en ordre serré, leurs armes étincelantes, leur formation impeccable. Ils ne savent pas encore qu'ils s'avancent vers leur destin. La progression révèle progressivement l'ampleur du projet. Après avoir traversé la Phrygie, l'armée atteint la Cilicie, puis franchit les portes de Syrie. Chaque étape éloigne davantage les mercenaires de leur foyer. Quand ils comprennent enfin qu'ils marchent contre le grand roi lui-même, certains menacent de déserter. Cyrus joue alors sa carte maîtresse. Il double leur solde et promet des récompenses fabuleuses en cas de victoire. L'appât du gain l'emporte sur la prudence. L'armée pénètre en Mésopotamie à la fin de l'été 401. Les Grecs découvrent un paysage radicalement différent de leur Méditerranée natale. Plaines infinies ponctuées de tels antiques, canaux d'irrigation traçant leurs lignes géométriques, palmiers dattiers dressant leurs panaches au-dessus des villages de briques crues. Cette terre fertile nourrit des millions d'habitants depuis des millénaires. Les premières tensions éclatent avec les populations locales. Les mercenaires pilent systématiquement pour se nourrir, selon les coutumes militaires grecques. Mais cette pratique, normale entre cités hellènes, choque les paysans mésopotamiens habitués à la paix perse. Les plaintes remontent jusqu'à Artaxerxès, qui commence à mesurer la menace que représente son frère. Cyrus presse le mouvement. Il sait que le temps joue contre lui. Plus la marche s'éternise, plus son frère peut rassembler des troupes. L'armée royale se mobilise déjà, satrapes rappelés de leur province, régiments d'élite convoqués de tout l'Empire. La course commence entre les deux frères, l'un pour atteindre Babylone, l'autre pour la défendre. En août 401, les éclaireurs signalent l'approche de l'armée royale. Artaxerxès a rassemblé 40 000 hommes selon certaines sources, 100 000 selon d'autres. Peu importe le chiffre exact, les rebelles sont largement surpassés numériquement. Seule la qualité de leurs troupes grecques peut compenser cette infériorité. Cyrus déploie son armée près du village de Cunaxa sur la rive gauche de l'Euphrate, à 70 km au nord de Babylone. Position tactique intéressante. Le fleuve protège son flanc droit, empêchant tout débordement ennemi. Il place les Grecs à ce poste d'honneur, conscient qu'il constitue son atout maître. Lui-même prend le centre avec sa garde personnelle de 600 cavaliers d'élite. Face à lui, Artaxerxès aligne ses meilleures unités. La garde des immortels, les archers à cheval mède, la cavalerie lourde bactriane. Au centre, le roi des rois en personne, entouré de ses parents et de ses généraux les plus fidèles. Cette bataille décidera du sort de l'empire le plus puissant du monde antique. Le 3 septembre 401 au matin, les deux armées se font face dans la plaine poussiéreuse.
La chaleur monte déjà, troublant l'horizon de ces vapeurs. Les Grecs chantent leur péant de guerre, invoquent Arès et Athéna. En face, les Perses font résonner leurs timbales, brandissent leurs étendards multicolores. Tout l'Orient retient son souffle. Le combat s'engage par une charge de la phalange grecque. 12 800 hommes s'ébranlent d'un même mouvement, leurs lances baissées, leurs boucliers joints. Cette muraille de bronze et de fer avance inexorablement, rythmée par le martèlement de 25 000 pieds sur le sol durci. Les Perses n'ont jamais rien vu de semblable, l'effet psychologique est immédiat. L'aile gauche perse, composée principalement d'archers et de fantassins légers, ne supporte pas le choc visuel de cette avalanche métallique. Avant même le contact, elle commence à fléchir. Quand les Grecs arrivent à portée de trait, c'est la débandade complète. Des milliers de soldats perses fuient sans avoir combattu. Cléarque maintient parfaitement sa formation. Les hoplites avancent au pas cadencé, sans se laisser emporter par leur succès. Cette discipline fait la différence avec les autres armées antiques. En quelques minutes, l'aile gauche d'Artaxerxès est pulvérisée. Un seul Grec tombe dans cette phase du combat, touché par une flèche perdue. Mais au centre, le drame se noue. Cyrus, emporté par l'enthousiasme de voir ses Grecs triompher, décide de frapper le coup décisif. Avec ses 600 cavaliers, il charge directement vers son frère. Son objectif ? Tuer Artaxerxès en combat singulier et s'emparer immédiatement du trône. Cette décision impulsive va coûter cher. La charge de Cyrus perce effectivement les lignes persées. Sabre au clair, hurlant son nom de guerre, le prince rebelle fonce vers le groupe royal. Ses cavaliers le suivent, emportés par sa fougue. Pendant quelques instants, la victoire semble à portée de main. Artaxerxès, surpris par la violence de l'attaque, recule avec ses gardes du corps. Mais dans la mêlée qui suit, un javelot perse frappe Cyrus à l'œil droit. Le fer traverse le casque, pénètre dans le cerveau. Le prince s'effondre, mort sur le coup. Mithridate, soldat obscur de la garde royale, vient de changer le cours de l'histoire d'un geste. Il sera plus tard exécuté pour avoir osé se vanter de son exploit. La mort de Cyrus transforme instantanément la victoire en défaite. Ses troupes orientales, apprenant la nouvelle, se débandent immédiatement. Cavaliers paphlagoniens, fantassins ciliciens, archers syriens, tous fuient vers leur province d'origine. L'armée rebelle se volatilise en quelques heures, abandonnant bagages, trésors de guerre, équipements. Seuls les Grecs tiennent bon. Ignorant encore la mort de leur employeur, ils poursuivent leur progression victorieuse. Cléarque enfonce profondément les lignes persès, dispersant tout sur son passage. Quand il apprend enfin la vérité, il est trop tard pour inverser le cours des événements. Les mercenaires se retrouvent seuls, perdus au cœur de l'empire ennemi. Artaxerxès pourrait massacrer immédiatement ces mercenaires isolés. Ses forces sont intactes, les Grecs manquent de cavalerie pour se protéger des charges. Mais le roi des rois préfère la diplomatie. Ces soldats ont prouvé leur valeur au combat. Mieux vaut les éloigner pacifiquement que risquer de lourdes pertes dans une bataille inutile. Tissaphernes, satrape de Carie et fin politique, se charge des négociations. Cet homme de 50 ans a survécu aux intrigues de la cour achéménide en pratiquant l'art du compromis. Il propose aux Grecs un marché honorable. Ils rebroussent chemin sous escorte perse, reçoivent des vivres et des guides, regagnent leur foyer sain et sauf. L'offre semble raisonnable. Les mercenaires acceptent de remonter vers l'Anatolie, accompagnés par une forte escorte. Tissapherne fournit effectivement des provisions, des interprètes, des éclaireurs. Pendant plusieurs semaines, la coexistence se déroule sans incident majeur. Les Grecs marchent vers le nord, apparemment en sécurité. Cette période de répit masque un piège mortel. Tissapherne n'a aucune intention de laisser ces dangereux soldats rentrer vivants en Grèce. Leur témoignage sur les faiblesses de l'armée perse pourrait encourager de futures expéditions. De plus, ils représentent un potentiel militaire que d'autres ennemis de l'Empire pourraient exploiter. Il faut les éliminer. Le satrape élabore un plan d'une simplicité redoutable. Il invite les généraux grecs à un banquet d'amitié, prétendument pour sceller leur réconciliation. Cléarque, Proxène de Béotie, Ménon de Thessalie, Agias d'Arcadie, Socrate d'Achaïe acceptent cette marque d'honneur. Ils se rendent à la tente de Tissapherne, avec une escorte réduite, confiants dans les serments échangés. Le guet-apens se referme brutalement. À peine entrés, les officiers grecs sont cernés par des soldats perses en armes. Tissapherne les accuse de violation des accords, de complot contre la sécurité de l'Empire. Sans procès ni explication, tous sont décapités séance tenante. Leurs têtes rejoindront celles de Cyrus,
dans la collection macabre d'Artaxerxès. Cette décapitation vise à désorganiser complètement l'armée grecque. Privés de commandement, les soldats devaient normalement se rendre ou se disperser. Tissaphernes méconnaît la mentalité militaire hellène. Ces mercenaires ne sont pas des sujets orientaux habitués à l'obéissance passive. Ce sont des citoyens soldats rompus aux décisions collectives. La nouvelle du massacre provoque d'abord la stupeur dans les rangs grecs, puis la colère éclate, violente, dévastatrice. Ces hommes comprennent qu'ils ne peuvent plus compter que sur eux-mêmes. L'Empire perse tout entier devient leur ennemi. Ils doivent regagner la Grèce par leurs propres moyens, à travers des milliers de kilomètres de territoires hostiles. L'assemblée des soldats se réunit selon la tradition démocratique grecque. Chaque homme peut parler, proposer des solutions. Certains prônent la reddition, estimant leur situation désespérée. D'autres veulent négocier avec les Perses. Mais la majorité refuse ces solutions de faiblesse. Ces guerriers ont quitté leur foyer pour chercher fortune et gloire. Ils ne rentreront pas en vaincus. Dans cette assemblée tumultueuse émerge une figure inattendue, Xénophon d'Athènes. 30 ans, ancien élève de Socrate, il avait rejoint l'expédition par curiosité intellectuelle plus que par cupidité. Contrairement aux autres mercenaires, il appartient à une famille aisée d'Athènes. Cette différence sociale joue maintenant en sa faveur. Les soldats voient en lui un homme capable de négocier avec les autorités tout en comprenant leurs préoccupations. Xénophon accepte le commandement de l'arrière-garde, poste crucial dans la retraite qui s'annonce. Sa première décision révèle son intelligence stratégique. Au lieu de fuir vers l'ouest, il propose de remonter vers le nord à travers l'Arménie. Cette route, plus difficile, évite les principales forces perses concentrées en Mésopotamie. Elle mène vers la mer Noire, où les Grecs pourront trouver des navires. Le plan transforme une fuite désordonnée en expédition organisée. Les mercenaires réforment leurs phalanges, élisent de nouveaux officiers, répartissent les tâches selon les compétences. Cette réorganisation politique et militaire constitue un exploit remarquable. 10 000 hommes, privés de leur hiérarchie naturelle, réinventent instantanément leur structure de commandement. Ils prouvent que la démocratie grecque peut fonctionner même dans les circonstances les plus extrêmes. La remontée vers le nord commence sous le harcèlement constant de la cavalerie perse. Tissapherne lance ses escadrons contre l'arrière-garde, tentant d'infliger des pertes et de désorganiser la colonne. Ses archers décochent des nuées de flèches avant de disparaître au galop. Cette tactique épuise moralement les fantassins sans leur permettre de riposter efficacement. Xénophon adapte rapidement sa formation aux conditions locales. Il place des peltastes et des frondeurs sur les flancs pour protéger les hoplites. Ces troupes légères, plus mobiles que la phalange, peuvent poursuivre les cavaliers ennemis et les contraindre à garder leur distance. L'innovation tactique compense partiellement l'infériorité en cavalerie. Chaque jour apporte son lot d'escarmouches et d'embuscades. Les Perses excellent dans cette guerre d'usure, utilisant leur mobilité pour frapper puis se dérober. Mais les Grecs apprennent vite. Ils organisent des contre-raids nocturnes, surprennent les campements ennemis, capturent chevaux et provisions. Cette guérilla réciproque avantage finalement les plus disciplinés. La progression révèle la diversité ethnique de l'Empire perse. Cavaliers mèdes, archers syriens, fantassins babyloniens, chaque peuple apporte ses techniques spécifiques. Les Grecs doivent constamment adapter leurs méthodes à de nouveaux adversaires. Cette expérience enrichit considérablement leur science militaire. Ils découvrent l'importance de la logistique dans les campagnes longues, l'art de négocier avec les populations locales, les techniques de franchissement des obstacles. Chaque étape devient une leçon de stratégie pratique. Ces mercenaires se transforment progressivement en soldats complets. L'entrée en territoire kardouk marque un tournant dramatique. Ces montagnards du Kurdistan actuel n'obéissent que nominalement au grand roi. Farouchement indépendants, ils voient dans l'armée grecque une menace à leur autonomie. Contrairement aux Perses qui combattent par calcul, les Kardouks défendent leur territoire avec un fanatisme désespéré. Les premières escarmouches révèlent un ennemi d'un type nouveau. Ces guerriers connaissent parfaitement leur terrain, utilisent chaque rocher pour tendre leurs embuscades. Armés de javelots et de frondes, ils frappent depuis les hauteurs avant de s'évanouir dans les replis du relief. Leur mobilité en montagne surpasse celle des cavaliers perses. La progression devient un calvaire quotidien. Chaque col se transforme en champ de bataille, chaque défilé en piège mortel. Les Grecs doivent conquérir le terrain mètre par mètre, déloger les défenseurs de positions apparemment imprenables.
Leurs pertes s'accumulent, blessés par les projectiles, épuisés par l'altitude, affaiblis par la faim. Xénophon divise son armée en colonnes parallèles, contournant les positions ennemies au lieu de les attaquer frontalement. Cette manœuvre exige une coordination parfaite entre les détachements, défi considérable dans un pays où les communications sont difficiles. Mais elle évite les assauts coûteux contre des défenses naturellement fortes. L'hiver 401-400 s'annonce particulièrement rigoureux. Les Grecs, habitués au climat méditerranéen, découvrent les rigueurs d'un hiver montagnard oriental. Neige, verglas, température glaciale s'ajoutent aux difficultés militaires. Beaucoup souffrent d'engelures, d'épuisement, de dysenterie. Les plus faibles commencent à mourir, victimes du froid plus que de l'ennemi. Cette épreuve révèle la solidarité profonde qui unit ces soldats. Malgré leurs origines diverses, Spartiates, Athéniens, Arcadiens, Crétois, ils forment une véritable fraternité d'armes. Les plus forts aident les plus faibles, partageant maigres provisions et couvertures, portant les blessés, encourageant les découragés. La sortie du pays Cardouk ne marque pas la fin des épreuves. L'Arménie s'étend devant les Grecs, immense plateau balayé par les vents glacés. Cette satrapie, théoriquement soumise aux Perses, jouit d'une large autonomie. Son satrape Orontès hésite entre soumission et résistance, négociation et combat. Cette incertitude politique complique la progression grecque. Les premiers contacts avec les Arméniens révèlent un peuple différent des Kardouks. Moins fanatique mais mieux organisé, ils disposent d'une cavalerie nombreuse et de places fortes bien défendues. Leurs villes, construites en pierre, résistent aux assauts improvisés. Les Grecs doivent apprendre l'art du siège ou contourner les obstacles. La traversée de l'Arménie s'étale sur plusieurs mois. L'armée progresse lentement, gênée par la neige, les torrents gelés, l'école impraticable. Chaque village devient un objectif, chaque ferme une ressource vitale. Les mercenaires développent des techniques de survie en pays hostiles. Reconnaissance systématique, réquisitions organisées, négociations avec les chefs locaux. Certains épisodes révèlent l'ingéniosité grecque face aux défis inattendus. Confrontés à des maisons souterraines creusées dans le roc, les soldats apprennent à les conquérir par la ruse plutôt que par la force. Découvrant des provisions de vin local particulièrement forts, ils évitent l'ivresse collective qui pourrait leur être fatale. La diversité culturelle de l'armée devient un atout précieux. Soldats originaires de différentes régions apportent leurs connaissances spécifiques. Un Ionien parle le lydien, un Dorien comprend certains dialectes barbares. Cette polyglottie improvisée facilite les contacts avec les populations traversées. La longueur de la retraite teste la cohésion de l'armée grecque. Mois après mois, les privations s'accumulent. Nourriture insuffisante, équipement usé, morale en berne, tous les ingrédients d'une désintégration sont réunis. Pourtant, les 10 000 tiennent bon, maintenaient leur organisation, préservent leur efficacité militaire. Cette résistance s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, la pratique démocratique maintient l'adhésion des soldats aux décisions prises. Chaque soir, l'Assemblée se réunit pour débattre du lendemain. Cette participation donne à chacun l'impression de contrôler son destin. Ensuite, la rotation des tâches évite les frustrations liées à une hiérarchie rigide. Le leadership de Xénophon joue un rôle crucial. Cet ancien élève de Socrate combine l'autorité naturelle et la réflexion philosophique. Il sait haranguer les troupes dans les moments difficiles, analyser rationnellement les situations complexes, négocier avec doigté quand la force ne suffit pas. Ces qualités polyvalentes s'adaptent parfaitement aux défis variés de la retraite. Les Grecs développent également des relations ambiguës avec les populations locales. Certes, ils pilent pour survivre, selon les coutumes militaires de l'époque. Mais ils évitent des massacres gratuits, respectent certains sanctuaires, négocient parfois des tribus. Cette modération relative leur vaut parfois l'aide de guides ou d'informateurs. Après des mois d'errance dans les montagnes arméniennes, les éclaireurs grecs signalent enfin l'approche de la mer. L'espoir renaît dans les rangs épuisés. La mer représente la route du retour, la fin de l'exil, la possibilité de retrouver les foyers abandonnés. Mais cette dernière étape réserve encore des surprises. Les tribus du littoral pontique ne voient pas d'un bon œil l'arrivée de cette armée affamée. Elles organisent leur défense, fortifient l'école, tentent d'interdire l'accès au rivage. Ces peuples connaissent la réputation des mercenaires grecs.
soldats redoutables, mais pillards invétérés. Ils préfèrent les combattre plutôt que subir leur déprédation. La dernière grande bataille de la retraite oppose les Grecs aux Mossinèques, peuple montagnard établi dans les collines surplombant Trapézonte. Ce combat revêt une importance cruciale. La victoire ouvre définitivement la route vers la mer. La défaite condamne l'armée à errer encore dans les montagnes hostiles. Xénophon organise une attaque surprise à l'aube, utilisant le brouillard matinal pour masquer ses mouvements. Les Grecs enlèvent les positions ennemies dans un assaut parfaitement coordonné. Ces soldats ne sont plus les mercenaires insouciants qui avaient quitté Sardes 18 mois plus tôt. L'épreuve les a transformés en vétérans exceptionnels. La victoire ouvre enfin la route du littoral. Les premiers soldats gravissent les dernières crêtes, découvrent l'horizon maritime tant espéré. L'émotion submerge ces hommes, endurcis par tant d'épreuves. « Thalassa! Thalassa !» La mer, la mer. Ce cri spontané exprime toute leur joie, leur soulagement, leur fierté d'avoir survécu à l'impossible. Cette vision de la mer Noire déclenche une explosion de liesse dans les rangs grecs. Soldats qui pleurent, embrassades fraternelles, prières aux dieux. L'émotion déferle sur cette armée que rien n'a pu briser. Pour ces Méditerranéens, la mer symbolise bien plus qu'une route commerciale. Elle représente la civilisation hellène, le lien avec la patrie, l'espoir de survie. Mais cette joie doit être tempérée par la réalité. Atteindre le littoral ne garantit pas automatiquement le salut. Il faut encore trouver des navires, négocier des passages, rassembler de l'argent pour payer les traversées. De plus, les cités grecques de la côte pontique ne manifestent aucun empressement à accueillir 10 000 mercenaires sans emploi. L'arrivée à Trapézonte révèle un défi inattendu, la méfiance des Grecs d'Asie envers leurs compatriotes d'Europe. Ces colons, installés depuis des siècles sur les rives de la mer Noire, ont développé leur propre identité. Ils craignent que l'irruption des 10 000 ne perturbe leurs relations commerciales avec l'arrière-pays. Les négociations traînent en longueur. Les Trapézontains acceptent de nourrir l'armée quelques jours, mais exigent son départ rapide. Les mercenaires n'ont pas d'argent pour affréter des navires, pas d'employeurs pour financer leur retour. Ils découvrent amèrement que la survie militaire ne résout pas les problèmes économiques. Certains soldats commencent à envisager de s'établir définitivement sur la côte pontique. Pourquoi rentrer dans des cités grecques qui les ont oubliées alors qu'ils pourraient fonder leur propre colonie? Cette tentation séduit particulièrement les plus démunis, ceux qui n'ont rien à espérer de leur retour au pays. Les mois d'inactivité sur le littoral pontique testent dangereusement la cohésion de l'armée. L'ennemi extérieur disparu, les tensions internes remontent à la surface. Différences d'origine, rivalités personnelles, projets divergents, tous les ferments de division se réveillent. La discipline se relâche, les désertions se multiplient. Xénophon doit gérer ces dissensions avec une diplomatie constante. Il organise des assemblées régulières où chaque tendance peut s'exprimer. Cette pratique démocratique évite l'explosion mais ralentit les décisions. Pendant ce temps, les ressources s'amenuisent et la situation devient précaire. Le problème du ravitaillement se pose avec une acuité croissante. Les Grecs n'ont plus d'ennemis à piller, mais manquent d'argent pour acheter des vivres. Ils doivent négocier avec les autorités locales, proposer leurs services contre des subsides. Cette mendicité déguisée humilie ces fiers soldats habitués à vivre de leur conquête. Certains épisodes révèlent la dégradation progressive de la discipline. Des soldats désertent pour rejoindre des bandes de brigands. D'autres se mutinent contre leurs officiers. Quelques-uns tentent de vendre leurs armes, geste impensable pour un hoplite grec. Xénophon peine à maintenir l'ordre dans une troupe qui sent se déliter sa raison d'être. La pression psychologique devient énorme. Ces hommes ont accompli l'exploit militaire le plus extraordinaire de leur époque, mais ils risquent de finir mendiants sur les quais de Trapézonte. L'histoire retiendra-t-elle leur épopée ou leur déchéance? Cette interrogation hante les bivouacs, mine le moral, érode la confiance mutuelle. L'arrivée de recruteurs spartiates change brutalement la donne. Sparte prépare une grande expédition contre les satrapes perses d'Asie mineure et cherche des soldats expérimentés. Pour beaucoup de mercenaires des 10 000, cette offre représente la solution idéale. Continuer le métier des armes tout en servant une cité grecque prestigieuse. Environ 5 000 hommes acceptent de s'enrôler sous les bannières lacédémoniennes. Ils retrouvent ainsi un statut militaire normal, avec une solde régulière et des objectifs précis.
Cette reconversion professionnelle marque la fin véritable de l'aventure des 10 000 en tant que corps constitué. Les autres soldats se dispersent selon leurs inclinations personnelles. Certains rentrent dans leur cité natale avec le maigre butin accumulé pendant la retraite. D'autres restent en Orient, s'établissent comme mercenaires indépendants ou comme colons. Quelques-uns disparaissent dans l'anonymat des ports pontiques. Xénophon choisit de servir le roi spartiate Agésilas dans ses campagnes d'Asie mineure. Cette décision lui vaut l'exil d'Athènes, mais lui permet de continuer sa carrière militaire et politique. Plus tard, retiré dans ses domaines du Péloponnèse, il rédigera l'Anabase, récit immortel de cette extraordinaire épopée. Le témoignage de Xénophon transforme l'aventure des 10 000 en leçon universelle. Au-delà des péripéties militaires, il raconte une histoire de courage, de solidarité, de détermination face à l'adversité. Ces valeurs transcendent l'époque antique, parlent à tous les hommes confrontés à l'extrême difficulté. L'expédition des 10 000 révolutionne la pensée militaire antique. Elle démontre la supériorité tactique de l'infanterie lourde grecque sur les armées orientales traditionnelles. Cette leçon ne sera pas oubliée. 60 ans plus tard, Alexandre le Grand s'en inspirera pour conquérir l'empire perse tout entier. Sur le plan stratégique, l'aventure prouve qu'une armée professionnelle peut survivre par ses propres moyens dans un environnement totalement hostile. Cette autonomie logistique annonce l'évolution du mercenariat hellénistique, où de grandes compagnies armées sillonneront la Méditerranée au service du plus offrant. L'aspect organisationnel n'est pas moins important. Les 10 000 montrent qu'une troupe peut maintenir sa cohésion et son efficacité même privée de sa hiérarchie naturelle. Cette capacité d'auto-organisation distingue fondamentalement les Grecs des autres peuples antiques, habitués à l'obéissance passive. Le récit de Xénophon influence durablement la littérature militaire occidentale. L'Anabase devient un modèle du genre, inspirant des générations d'historiens et de stratèges. Son mélange d'action, d'analyse politique et de réflexion morale établit les canons de l'historiographie guerrière. Les leçons tactiques restent valables bien au-delà de l'Antiquité. L'adaptation au terrain difficile, la coordination entre armes différentes, la gestion du moral des troupes, tous ces enseignements gardent leur pertinence dans les académies militaires. Modernes, l'épopée des 10 000 résonne à travers l'histoire dans d'innombrables retraites militaires. De l'expédition de Russie de Napoléon à la longue marche de Mao, les parallèles abondent. Chaque fois qu'une armée doit traverser des territoires hostiles pour regagner ses bases, l'exemple grec ressurgit comme référence. Cette universalité du thème explique le succès durable de l'œuvre de Xénophon. Au-delà de son intérêt historique, l'Anabase raconte une aventure humaine fondamentale, celle d'hommes confrontés à l'extrême adversité, contraints de puiser dans leurs ressources les plus profondes pour survivre. L'influence géopolitique se mesure dans la transformation des relations entre l'Orient et l'Occident. L'expédition révèle la fragilité apparente de l'Empire perse face à une troupe grecque déterminée. Cette révélation encouragera les futurs conquérants, d'Alexandre à Pompée, préparant les victoires occidentales des siècles suivants. Sur le plan culturel, l'aventure illustre parfaitement l'esprit grec. Individualisme et solidarité, démocratie et discipline, pragmatisme et idéalisme. Ces valeurs, testées dans l'adversité extrême, prouvent leur efficacité pratique. Elles inspireront les philosophes, les politiques, les éducateurs de toute l'époque classique. La dimension psychologique transcende les particularités antiques. Ces mercenaires confrontés à l'impossible incarnent la condition humaine face aux défis insurmontables. Leur victoire finale sur les éléments, les ennemis, le désespoir parle à tous les hommes de tous les temps. Au terme de cette odyssée extraordinaire, les 10 000 ont parcouru plus de 6 000 kilomètres à travers l'Empire ennemi. Partis de Sardes au printemps 401, ils atteignent les côtes de la mer Noire à l'automne 400, après 18 mois d'épreuves inouïes. Sur les 12 800 soldats initiaux, environ 5 000 survivent à l'aventure complète. Ces chiffres ne rendent pas compte de l'ampleur de l'exploit. Une petite armée de mercenaires, privée de sa hiérarchie, coupée de ses bases, a traversé l'empire le plus puissant du monde antique en combattant constamment. Elle a affronté toutes les difficultés imaginables, armée régulière, guérilla tribale, obstacles naturels, conditions climatiques extrêmes. Cette réussite transforme radicalement la perception grecque de l'Orient.
L'Empire perse, qui paraissait invincible depuis 2 siècles, révèle ses faiblesses face à la détermination hellène. Cette prise de conscience prépare les conquêtes d'Alexandre, l'expansion hellénistique, la domination occidentale sur l'Asie. Mais au-delà des conséquences historiques, l'aventure des 10 000 reste avant tout une leçon humaine. Elle prouve que la volonté, l'intelligence et la solidarité peuvent triompher des circonstances les plus désespérées. Cette démonstration dépasse largement le cadre militaire. Elle touche à l'essence de la condition humaine. Leur retraite illustre parfaitement la capacité grecque à transformer la défaite en victoire. L'échec en exploit, la tragédie en épopée. Ces soldats de fortune partis chercher l'or perse découvrent finalement quelque chose de plus précieux. La preuve que l'homme peut vaincre l'impossible quand il unit courage et raison, force et sagesse, individualisme et fraternité, l'écho de leur cri « Thalassa, Thalassa » résonne encore aujourd'hui comme le symbole de tous les espoirs réalisés, de toutes les libertés reconquises, de toutes les patries retrouvées. Car au fond, l'histoire des 10 000 est celle de chaque homme qui refuse d'accepter l'inacceptable et trouve en lui-même les ressources pour transformer son destin.